Alors, ici, il faudra donc décrire le matériel d'étude et toutes les méthodes de travail. Décrire le matériel d'étude et toutes les méthodes de travail. Pour le faire, on doit répondre aux questions suivantes. Quel est le site d'étude? Il faut le dire. Vous travaillez où? Quel site? Quel a été le matériel utilisé? Il faut le dire. Si j'ai travaillé dans le jardin de l'IRA, moi je dirais que ce travail a été fait dans le jardin de l'IRA. Alors, quel est le matériel étudié? Vous avez travaillé sur quoi? Il faut le préciser. Si c'est sur Hibiscus solitarifa, vous dites, moi j'ai travaillé sur Hibiscus solitarifa. Et vous apportez toutes les précisions, on va y revenir. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à évaluer? Donc, dans cette partie matérielle méthode, il faut dire qu'est-ce que vous cherchez à évaluer. Alors, quels ont été les critères de jugement? Vous avez fait la méthodologie, vous avez décrit, il y a le matériel, tout ça, mais comment vous avez pu obtenir ces résultats-là? En se basant sur quoi? Vous avez fait comment? Ces critères de jugement. Bien, alors, les caractéristiques donc de matériel et méthode, il faut être précis, on doit être précis pour être donc reproduit et vérifié par d'autres chercheurs. Je l'avais dit que lorsque vous avez rédigé votre matériel et méthode, une autre personne peut prendre votre article et refaire ce que vous avez fait. Donc dans ce cas, il faudrait que vous soyez précis, parce que d'autres personnes peuvent refaire votre travail. Donc c'est là les problèmes d'éthique, hein? On ne triche pas là. Il permet, avec le chapitre des résultats, d'apprécier la rigueur scientifique et la crédibilité d'un travail. Ce qui veut dire qu'en réalité, vos résultats dépendent de cette partie. Si vous avez triché dans la méthodologie, vous ferez rattraper au niveau des résultats. À coup sûr, il n'y a rien à faire. Même si la personne n'a pas manipulé, il sait que non, là, ça va. Nous le suivons souvent dans la seconde des thèses. Hein. Ah, monsieur, mais là, vraiment, c'est comment? Vous voyez? Donc, si vous avez bredouillé là-bas au niveau de matériel et méthode, c'est sûr qu'au niveau des résultats, les incohérences pourront apparaître. Alors, il faut aussi voir votre méthode d'étude, le matériel d'étude. Le matériel d'étude, les dispositifs expérimentaux, les techniques de mesure, des paramètres. Comment vous avez fait? Si vous avez mesuré la longueur de feuille, il faut dire comment vous avez fait. Méthode de statistique et d'analyse des données. Pour les décliner là. Comment vous avez fait pour faire vos statistiques? Comment vous avez fait donc pour calculer tout ça, faire les statistiques, pour nous dire quel logiciel vous avez utilisé, et ainsi de suite. C'est très important. D'abord, le matériel. Le matériel, donc, dans la partie matériel et méthode. Et nous avons dit qu'il faut commencer par le site d'étude et ses caractéristiques. Il y a aussi le matériel que vous avez étudié. Et là, moi, je suis assez pointilleux sur le matériel utilisé. À supposer que vous ayez travaillé sur l'Ambafia, le SIA. Bon, il faut me dire, vous avez travaillé sur le SIA, mais où arrive-t-il? Est-ce que vous avez travaillé sur l'arrière? Est-ce que vous avez travaillé sur les feuilles? Est-ce que vous avez travaillé sur le foot? Il faut le dire ici. Si c'est sur la feuille, moi j'aimerais qu'on m'apporte des précisions. Quel type de feuille?
Parce que, suivant que vous allez travailler sur une feuille jeune, ou une feuille âgée, ou une feuille sénescente qui vieillit, en principe, vous ne devez pas aboutir au même résultat. Donc, il faut nous dire clairement, ah là là, je suis revenu. Donc, il faut nous dire clairement comment vous avez donc, donc vous pouvez décrire, excusez-moi, je me suis embrouillé sur, voilà, c'est là. Donc, le matériel utilisé, son origine. Si c'est ce fruit, la langue de le chia, vous nous dites où est-ce que vous avez récolté ça? Où exactement? Vous apportez des précisions, son origine, son obtention, comment vous avez, par exemple, récolté. Vous avez cueilli comment? Est-ce que vous avez grimpé sur l'arbre? Ou bien vous étiez en bas, vous avez tiré? Il faut apporter ces précisions parce que les résultats dépendront toujours de ça, pour de vos techniques de récolte. Son entretien, notamment les conditions de conservation. Je me battais avec l'État, toujours, quand il a mené cette outil, oui, mais tu as coupé la bande, comment tu as transporté ça? Quand tu as transporté du village de la forêt là-bas jusqu'ici, c'était comment? Quand tu es arrivé ici, comment tu as fait pour les gars? On se battait tous les jours pour ça. Parce que c'est très important de nous apporter ces précisions-là. C'est important pour la personne qui voudrait voir la reproductivité de vos résultats. Parce qu'entre quelqu'un qui a récolté sur place et qui a travaillé, et moi, j'ai récolté, j'ai amené au village et le lendemain j'ai travaillé, moi je crois que la 21 du mois, il y aura toujours des résultats qui seront différents. Et pour ouvrir la parenthèse, lorsque nous avions étudié la phénologie du fruit de Gruyère Coriacea, sur pied, on a mené une balance portative dans la forêt. On cueille, on paye. On cueille, on paye. Et c'est comme ça qu'on faisait jusqu'au bout. Et là, au moins, vous avez des résultats reproductibles. Alors donc, il faut nous dire comment vous avez entretenu votre matériel végétal, votre matériel. Ces précisions sont extrêmement importantes pour le reste du travail. C'est pour cela, par exemple, quand vous manipulez, aujourd'hui vous avez obtenu un résultat, demain ça change, mais parfois ça vient de cela. Donc il faut faire très attention. Alors, il y a aussi les dispositifs donc, expérimentaux. Comment vous avez monté votre méthodologie, comment vous avez fait, comment vous avez mesuré les variables. Les variables ici c'est quoi? Imaginez-vous, vous travaillez sur une souris. Vous voulez mesurer sa croissance pondérale. Bon, comment vous avez fait pour mesurer le poids de la souris? Si vous avez pesé, comment vous avez pesé? Sur quel type de balance? Il faut apporter la précision. Si c'est une balance de quelle précision? Si vous voulez mesurer sa taille, vous allez mesurer avec quoi? Avec un double décamètre, avec un double décimètre, avec un pied à coulisse, vous apportez ces précisions-là. Et c'est important. Et enfin, vous avez l'analyse des données. Comme vous avez déjà tout recueilli, vous faites ce qu'on appelle l'analyse des données. Bien, alors, il y a dans ce chapitre des méthodes qui existent déjà. Là, par exemple, des méthodes qui existent déjà. Il y a la bibliographie, on a des articles. Là-dedans, il y a déjà matériel et méthode qu'on peut copier et essayer de faire comme lui l'a fait. Si c'est des méthodes déjà utilisées, vous précisez les principes avec les références d'origine. Si vous avez travaillé sur les méthodes de Tsakala, vous dites que ça a été fait par la méthode de Tsakala en telle année. Alors, on ne triche pas. Maintenant, vous faites comme lui, sans changer. Parce que vous le citez, ça veut dire que vous avez fait exactement comme lui. On peut avoir affaire aux méthodes que vous avez modifiées. Ça peut être la méthode de Tsakala
Mais vous avez modifié quelque chose. Vous avez apporté autre chose. Il a mesuré les souris avec un pied en plus. Bon, mais moi j'ai mesuré avec 1 mètre de ruban. Ben, je dirais ce que j'ai modifié ici. Je précise les modifications que j'ai apportées. C'est la méthode de Sakala. Mais j'ai modifié, mais lui, il a mesuré avec ceci. Moi, j'ai mesuré avec ça. Vous apportez la modification. Il y a des méthodes tout à fait nouvelles, jamais utilisées. Alors là, il faut vraiment l'extrême rigueur dans la rédaction. Parce que vous devez décrire in extenso votre technique avec beaucoup de précision. Parce que comme c'est la première fois, il faut que vous informez les autres chercheurs sur comment ce que vous avez fait pour travailler. Et j'insiste que les détails à ce niveau sont très très importants. Bien. Voilà donc ce qui est de matériel et méthode. On a fini donc de rédiger la partie la plus importante qui était les résultats. Nous sommes partis dans matériel et méthode, puisque de toute façon on en avait déjà au laboratoire, donc c'est facile à écrire. Et enfin, nous allons rédiger l'introduction. Pourquoi nous rédigeons l'introduction après les résultats, matériel et méthode? Pourquoi? Mais parce que après avoir rédigé tout cela, donc les résultats et autres, on a une vue plus claire sur comment présenter l'ensemble du travail de façon résumée. Donc, les objectifs, tout est contenu là. On voit clair sur vers où on doit aller, vers où on était parti dans le travail qu'on a à faire, vers où on devait aller. Alors, l'introduction énonce le problème que vous avez résolu, et non celui que vous voudrez résoudre. Vous avez déjà travaillé. Donc ici, il est question de montrer, donc d'énoncer déjà tout ce que vous avez résolu comme problème. Mais pas dans le futur, pas encore des problèmes à résoudre, non. Alors, quels sont les buts principaux de cette introduction? Le premier est informatif. Il consiste donc à jeter un pont entre les connaissances de l'auteur et celles du lecteur. Donc, c'est ça l'introduction. Ce que je sais et ce que vous voulez savoir. Le second consiste à montrer l'intérêt du travail pour inciter le lecteur à lire la suite de l'article. Bon, moi, quand je prends un article, je lis donc l'introduction. Si je vois qu'il y a des choses qui sont bien, ça peut me pousser à lire l'ensemble de votre article. Bon, si l'introduction, votre travail dans l'introduction, ça ne me dit pas grand-chose, donc il n'y a pas d'intérêt pour moi de lire la suite, puisque votre introduction ne m'attire pas. Donc je laisse. Donc il faut être assez précis et essayer de vanter l'intérêt de votre travail dans l'introduction. La première partie de l'introduction, qu'est-ce que ça doit faire? Ça doit donner l'information générale sur le problème résolu. Il donne l'information générale sur le problème résolu et fait le point de recherche antérieur sur le sujet avec des références. Vous allez remarquer aussi que dans l'introduction, effectivement, il y a quelques références. Il y a quelques références parce que justement, vous faites un petit point sur le travail qui a été déjà fait par d'autres personnes. La seconde partie comporte un ou plusieurs paragraphes. Elle précise l'aspect particulier du problème abordé. Il apporte les justifications du travail entrepris, que vous allez soutenir par des arguments. Et la troisième partie comporte donc un paragraphe. Elle présente l'objectif du travail,
les principales méthodologies ou les principaux résultats. Les principaux résultats, les principes méthodologiques. Alors, la discussion, quel est le contenu de la discussion? Je ne sais pas si je me suis mêlé les pattes, mais ce n'est pas grave, il y a toujours des choses à retenir, à rattraper. Alors, la discussion, bon, ça, généralement, c'est la partie la plus difficile. Allez-y. C'est la partie de l'article où l'auteur se prononce sur les résultats obtenus. Il exprime sa pensée par rapport aux résultats. Elle fait une analyse critique des résultats déjà publiés sur le sujet et les résultats originaux rapportés dans l'article. Je dis bien que cette partie, c'est une partie assez délicate. Elle fait appel à votre, bon, je ne vais pas dire intelligence, hein, mais à votre ingéniosité à présenter vos résultats, à les mettre en valeur. Comment? Parce qu'on vous dit, elle fait une analyse critique sur les résultats déjà publiés, sur le sujet et les résultats originaux rapportés dans l'article. Vous avez eu vos résultats. Vous avez montré que le NPK promouvoit, par exemple, ou augmente la productivité du manioc. Ça, c'est tout. Mais sur cette question-là, qu'est-ce que les autres ont fait? Est-ce qu'ils ont trouvé comme vous ou n'ont pas trouvé comme vous? Mais par rapport aux résultats que vous avez obtenus, qui sont peut-être contraires aux résultats des autres, qu'est-ce que vous en pensez vous-même entre vos résultats et les résultats des autres? Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Il faut que vous dégagez un aspect qui peut ouvrir aussi une voie vers d'autres recherches. Et c'est pour cela que c'est une partie assez délicate. Alors d'abord, les objectifs. Dire si le but du travail est exposé à la fin de l'introduction est atteint ou non. Donc il faut dire si vos objectifs ont été atteints ou non. Alors, juger la qualité et la validation des résultats. Vous comparez les résultats observés avec ceux des autres auteurs. Donc, nous allons revenir sur ces aspects parce que souvent, on se mélange les pieds. Alors, quelles sont les caractéristiques de la discussion? Bon. La qualité et l'intérêt d'une discussion reflètent la culture scientifique et l'intelligence de l'auteur. C'est là ce que j'ai déjà dit d'emblée. Ça peut déjà, à partir de cette discussion, savoir si j'ai affaire à un chercheur juvénile ou à un vieux chercheur. À partir d'ici, je peux savoir si l'article est écrit par un jeune ou par un outillé de la recherche. Si la discussion dépasse la moitié de l'article, elle est probablement trop longue et mal conduite. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Il n'existe pas un plan type, mais des guides ou des repères qui facilitent l'élaboration et la rédaction. Donc il y a des repères, comment on peut faire, parce que selon que vous ayez, quand vous avez obtenu des résultats, alors vous conduisez cette discussion en fonction des résultats que vous avez obtenus. Mais là où le bas blesse, c'est comme j'ai dit, comment essayer de soulever des différences qu'il y a entre vos résultats et les résultats des autres. Cette pertinence-là, comment la conduire? C'est ça qui est très difficile. Alors, le premier paragraphe porte sur la qualité de la nouvelle information. Qu'est-ce qu'il doit faire, ce premier paragraphe? Il rappelle les résultats principaux. Donc, le résultat principal que vous avez obtenu, il faut le rappeler.
vous le rappelez et vous donnez les limites de l'information. Et puis vous concluez. La conclusion là tient de cette petite chose-là qu'il faut dégager de vos résultats par rapport aux autres. Le second paragraphe justifie du caractère de nouveauté. Donc, dans la discussion, il faut donc relever donc, ce caractère de nouveauté des résultats que vous avez obtenus. Le troisième paragraphe tire la conséquence de la nouvelle information qui peut être pratique, donc applicable sur le développement, ou donner une nouvelle voie sur la recherche. Et ce dernier paragraphe est une conclusion implicite, en quelque sorte, vous concluez. Alors, quelles sont les erreurs à éviter dans une discussion? Alors, vous ne devez pas déborder sur les objectifs définis dans l'introduction. Vous vous êtes fixé des objectifs, mais ne débordez pas. N'allez pas dans la discussion voir des choses qui n'ont rien à voir avec vos objectifs. Évitez cela. Alors, il ne faut pas non plus transformer la discussion en une mise au point, à un historique du sujet ou à un article pédagogique. Non. Il faut éviter cela. Et il faut éviter également de répéter ce qui a été dit, ce qui a été déjà dit, notamment en introduction. Il faut éviter ça. L'introduction reste l'introduction. Oui, si vous êtes dans une discussion, il faut éviter cela. Il faut également éviter de faire apparaître une donnée nouvelle concernant le matériel, la méthodologie ou les résultats. Alors, dans la discussion, ne touchez justement pas à quelque chose que vous n'avez pas décrit. Ne faites pas allusion aux résultats que vous n'avez pas obtenus. Et vous n'êtes que dans le strict sillage de ce que vous avez fait. Alors, il faut également éviter ici de citer un auteur sans donner des références. M. Tsakala avait travaillé ceci, mais oui, mais il faut donner la référence. Utiliser des expressions émotionnelles. Évitez donc d'utiliser des expressions émotionnelles telles que ces résultats sont décevants, c'est curieux de faire ceci, ces résultats sont extraordinaires. J'ai vu quelqu'un même dans une thèse dire que c'est des résultats sensationnels. Ouais, c'est pas possible. Vous avez fait le travail, vous avez obtenu des résultats, vous jugez vous-même. Il faut éviter cela. Alors, il faut éviter de faire dire à un auteur que l'on cite ce qu'il n'a pas dit. Ça arrive très souvent. Vous dites qu'un tel a dit ceci, alors qu'il ne l'a jamais dit. C'est pour ça que dans les citations, il faut se conformer à ce que lui, il a dit lui-même. Et si vous voyez que les citations, même des gens qui font la littérature, on met entre griffes. Parce qu'il faut éviter d'écrire ce qu'il n'a pas dit. Donc, il faut éviter cela. Il faut éviter les affirmations gratuites dans la discussion. Vous voyez que souvent, la discussion, on la rédige au conditionnel. Parce qu'on la rédige au conditionnel pour éviter justement ces affirmations gratuites. Parce que quand vous êtes au conditionnel, on ne vous attrape pas, hein, il se pourrait. Donc là, il n'y a pas de problème. Et je crois, je ne sais pas si j'ai sauté, il y avait aussi des formes journalistiques. Hein. C'est encore là-bas. Bon, voilà, merci beaucoup. Alors, le résumé et les mots-clés. Nous sommes nombreux à ne pas savoir faire un résumé. Et aussi, nous sommes nombreux à ne pas savoir choisir les mots-clés. Alors, le résumé est une présentation au lecteur dans un volume réduit de la substance des informations de l'article. Dans le résumé, toutes les informations contenues de l'article doivent être là. Tout ce qu'on a fait, mais en petit. Alors, quelles sont les caractéristiques du résumé? Le résumé est indépendant du texte, mais toujours avec un titre. Le résumé est informatif et fidèle au texte. Il suit la structure que nous avons déjà énoncée, à savoir une petite introduction, une petite méthodologie, les principaux résultats,
une petite conclusion. Donc les principaux résultats et une petite conclusion. Ça, c'est la structure du résumé. Pour ceux qui suivent souvent les soutenants de thèse, on reproche souvent aux gens de ne pas obéir à cette structuration. La structure du résumé. Là, nous rentrons fondamentalement comment on doit rédiger le résumé. D'abord, pourquoi ce travail a été fait? Vous le dites là. Pourquoi ce travail a été fait? Les objectifs, finalement. Comment ce travail a été réalisé? C'est la petite méthodologie. Comment il a été réalisé? Mais qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Les principaux, c'est pas, sinon on va déborder. Alors, quelle exploitation peut-on en faire? On a obtenu des résultats. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et cette question, elle est importante parce que j'aurais pu commencer par là, parce que notre gouvernement a mis au point des sujets fédérateurs au niveau de la recherche. En principe, chacun au niveau de la recherche ne devait pas conduire l'étude, ne doit pas tirer l'étude à U et à dia. C'est-à-dire qu'on doit tenir compte des besoins du gouvernement. C'est ça normalement les sujets que nous faisons. Donc quand vous obtenez un résultat par rapport à ce que le gouvernement veut, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces résultats-là? Et c'est là où mon collègue qui va arriver vous parlera des fiches techniques. Et c'est très important. Alors, le résumé, tout cela aussi dépend des recommandations aux auteurs. Bon, généralement, 250 à 300 mots. Ce résumé se construit en un seul paragraphe. Quand vous avez commencé le résumé, ce n'est pas parce que vous avez fini avec une petite introduction, vous passez à la méthodologie, vous allez à la ligne. Non, on va par la ligne. On écrit au kilomètre. Donc, on écrit jusqu'à la fin dans un seul paragraphe. Il n'y a pas à aller à la ligne. Alors, quelles sont les erreurs à éviter? Premièrement, faire la répétition avec le titre. Il faut éviter cela. Exposer des résultats qui ne sont pas dans l'article. Ne dire que ce qu'il y a là-dedans. Utiliser des abréviations non normalisées. Il n'y a que des abréviations connues. Kilomètre, par exemple, kilogramme, c'est connu. Faire des appels de référence de tableaux ou de figures. Dans un résumé, il ne faut pas dire entre parenthèses figure et temps. Non, il n'y a rien. On ne fait pas de rappels. Reproduire intégralement des fragments d'articles. Il faut éviter cela. On prend un petit morceau d'introduction, vient encore là, ou un petit morceau d'introduction. Non, il faut éviter cela. Il n'y a pas à prendre des morceaux comme ça. Alors, les mots-clés. Les mots-clés qu'on utilise, ce sont donc d'abord des outils de recherche. Ce sont des mots-clés donc qui sont utilisés pour la recherche de documentation signalée dans les bases de données internationales. Ils sont constitués, ces mots-clés, on peut avoir donc de 3 à 10 mots, la documentation la plus descriptive de l'article. Il faut éviter les mots de titre, les mots du titre de l'article, c'est-à-dire que dans les mots-clés, il faut choisir des mots qui sont abondamment utilisés dans votre façon de travailler, dans votre façon de faire, et ne répétez pas les mots qui sont dans le titre. Par exemple, quand vous avez écrit évaluation, évaluation de ceci, du Niébé, à Brazzaville, ne mettez pas Niébé dans les mots-clés. Ne mettez pas Brazzaville dans les mots-clés. Ne mettez pas évaluation dans les mots-clés. C'est d'autres mots qui n'ont rien à voir avec votre titre. C'est pour ça qu'on a dit éviter les mots du titre de l'article.
Alors, comment choisir les mots-clés? Alors, comment donc faire le choix? Ici, il faut suivre la recommandation aux auteurs. Ils vont vous indiquer comment on fait les mots-clés. Évitez les mots-clés trop généraux. Agriculture, élevage, ces mots-clés-là, vraiment, ce n'est pas la peine. Il faut utiliser d'autres. Alors, ici, il y a aussi le problème des références. À la fin de l'article, après donc tout ce qu'on a dit, après la conclusion, il y a les références. Alors, les références citées contiennent la liste des articles qui ont été cités dans le texte et auxquels le lecteur peut se référer. Donc, références bibliographiques qui constituent l'ensemble des articles et des livres écrits sur un sujet précis ou sur un auteur. Ça, c'est ce que vous avez déjà eu à rassembler pendant que vous étiez en train de rédiger l'article. Alors, il y a des recommandations qu'il faudra faire. Il faut s'assurer que toutes les références citées et mentionnées dans le texte sont toutes représentées dans la liste des références et inversement. Tout ce que vous avez cité dans le titre, là, dans votre article, vous devez avoir ça dans les références. Et ce que vous avez dans les références là, il faut qu'on retrouve dans le corps de votre sujet. Alors, tout document cité doit avoir été lu, comme je l'ai dit. Ne citez que les références des travaux validés. Il faut citer les références des travaux validés. Bon, actuellement, nous avons la nouvelle, il y a l'informatique, il y a tout ça. Tout ce qu'on prend sur Internet, là, Google, là, on met là-dedans. Non, ce n'est pas des travaux qui ont été validés, ce n'est pas des articles. Ne citez pas. Tout ce qu'on écrit sur Google n'est pas forcément vrai. Donc, vous ne citez que des articles, les références qui ont été validées, donc publiées. Mentionnez les références les plus récentes. En principe, nous travaillons en 2022. Bon, les références, les articles ne doivent pas être trop vieux. Mais, il y a des références qui sont incontournables, qui sont très vieux, mais comme c'est toujours. Ça peut être une méthodologie qui n'a jamais été modifiée, qui est toujours là, qu'on utilise, et on est obligé de citer, même si c'est en 1949. Donc, en dehors de ça, mais en principe, de faire un effort pour que les références soient les plus récentes possibles. Il faut donner tous les éléments nécessaires à l'acquisition du document. Bien sûr, quand on donne les références. J'ai travaillé c'est tiré dans tel livre, édition de temps, ainsi de suite. Se conformer aux recommandations aux auteurs de la revue. Donc, la façon de présenter ces références, ça dépend de ce que les recommandations aux auteurs nous rappellent. Alors, il y a le système de référence. Comment on présente les références? Vous avez ce système auteur-date ou système AVAR. Vous avez le système numérique, séquentiel, dont une variante s'appelle donc le système Vancouver. Bon, il y a deux modèles. Il y a la forme donc auteur-date, la forme numérique. Bon, on est habitué toujours, hein, auteur-date, hein, c'est ce qu'on fait généralement. La méthode numérique aussi, elle est très élégante. Mais imaginez-vous, vous rédigez une thèse de 400 pages ou de 500 pages. Si vous faites la forme numérique, ce n'est pas évident. Donc, si vous avez à corriger quelque chose ou à ajouter une citation d'un auteur un peu vers la fin, il va falloir recommencer à zéro. Alors que la forme alphabétique qui est là, est une forme la plus simple, même si vous avez ajouté un auteur vers la fin, comme ce n'est pas ordre alphabétique, il n'y a pas de problème. Bon, vous avez aussi une forme qui est intermédiaire, qui est hybride entre les deux premiers, qu'on appelle la forme alphanumérique, qui aussi fait donc la jonction, le mélange entre ces deux. Ça aussi, c'est une forme, mais il faut être habile pour pouvoir le faire. Alors, après la rédaction du premier manuscrit, qu'on appelle
le projet. Le projet est rédigé. On a déjà le draft de l'article. Qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, laisser reposer quelques jours. Ouf, on a fini de rédiger, Que ça dorme un peu. C'est pas facile à rédiger. On laisse d'abord la nuit porte conseil. C'est en dormant. Ah là, j'avais oublié de ceci. On ajoute. Ah là, j'avais oublié ça et ça. Ok. On ajoute. Alors, il faut réviser la première version. On révise, après on révise d'abord ça. Dès que vous avez révisé cette première version, donc en laissant reposer quelques jours, vous révisez. Et ensuite, faire lire la deuxième version aux collègues. Nous sommes dans un laboratoire. On n'est pas seul. Hein. Le travail se fait en équipe en général. Si le travail se fait en équipe, si l'acteur principal de la recherche sur la paillasse, c'est M. Takala, sûrement c'est lui qui a rédigé, dès qu'il finit, bon, il donne aux autres. Chacun lit. Et en principe, dans un laboratoire, chacun doit être au courant de ce qui se fait dans le laboratoire. Mais c'est à travers ce genre d'exercice. Moi, j'ai lu, j'apporte un peu du mien. Après, un tel lit, il apporte un peu du sien. Et ainsi de suite. Et après, dès que chacun a apporté sa correction, Eh bien, on rédige la dernière version et on fait les dernières lectures. On fait les dernières lectures. Bon, chacun a sa façon de s'organiser. Chaque équipe de recherche a sa façon de faire. Bon, c'était pas bon de parler toujours de soi-même, hein, mais je prends un exemple de ce que nous faisons dans notre laboratoire. Lorsque le principal acteur a rédigé, nous avons l'avantage dans le laboratoire d'avoir des doctorants, d'avoir des maîtres assistants, des assistants, des maîtres conférences, etc. Donc, lors de lecture, doit suivre cela. Le doctorant qui a initié, parce que nous avons montré au doctorant comment on rédige l'article, le doctorant qui rédige, après la rédaction, il donne aux assistants. Les assistants lisent, corrigent, tout. On redonne à l'étudiant qui corrige, et après on donne la version au maître assistant, qui est plus outillé. Il lit, il corrige, il donne encore à l'étudiant. Parce que cette répétition apprend aux apprenants de bien rédiger. Et après, ça passe au plus gradé. Et enfin, la validation se fait par le chef du laboratoire. Il valide que bon, c'est bien, on peut maintenant soumettre. alors, maintenant, on va présenter le manuscrit en relation avec le périodique, donc en suivant ce que la recommandation aux auteurs nous a fait. Il faut se conformer aux recommandations aux auteurs de la revue. Un article ne doit être envoyé qu'à une seule revue à la fois et non donc il ne doit pas avoir été déjà publié. Ce que font les gens, c'est comment? J'ai rédigé, je soumets, par exemple, aux annales de l'université Malengo. Ah non, pour multiplier les chances, j'envoie encore aux annales de l'université du Bénin. Ah non, je vais aussi, le même article, j'envoie à phytochimie. Non. Parce qu'on est tous en ligne. Hein. Si vous avez un voyage chez phytochimie, alors celui qui est à physiologie végétale ou quoi, il sait que non, cet article a été déjà soumis là-bas. Et là, c'est très dangereux. On peut, avec les techniques actuelles, ça peut être une plagiat ou c'est des problèmes d'éthique, et on peut vous mettre hors. Plus personne n'acceptera votre article. Donc, il faut faire très attention. Quand vous avez déjà soumis, vous attendez la réponse. Si la réponse est négative, on dit on ne peut pas publier, vous améliorez, vous soumettez dans une autre revue. Mais tant que la revue ne vous a pas donné de réponse, ce n'est pas la peine de faire cela.
Alors, en corrigeant les épreuves, évitez de modifier l'article en ajoutant des résultats récents et des données nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai soumis l'article. La revue me renvoie l'article avec des corrections. Mais je dois me conformer qu'aux corrections demandées par la revue. Je n'ajoute rien. Même si j'avais un petit résultat qui était bien là, que je pouvais mettre, on ne met pas. Vous en tenez que à ce que la revue a demandé de corriger. Rien que cela. Donc, il ne faut pas ajouter des choses. Bon, alors voici comment se fait le cycle de rédaction scientifique. Alors, l'agencement de mots en phrases et de phrases en paragraphes, cet agencement doit conduire à une meilleure lisibilité, à la concision et à la clarté de l'écrit. Donc, l'agencement des mots en phrases et des phrases en paragraphes, c'est un agencement qui doit donc conduire à une meilleure lisibilité, à une meilleure lecture aussi. Donc, c'est ça qui fait l'élégance dans l'article que vous présentez. Alors, le style littéraire fait un usage, le style littéraire fait un usage abusif et des adjectifs qualificatifs. D'abord cela. Donc, si vous avez un style littéraire qui fait un usage abusif des adjectifs qualificatifs, on peut avoir un style administratif qui est fait de politesse, parce qu'il y en a qui confondent, surtout les chercheurs qui font à la fois l'administration et la recherche. On peut confondre les deux entre le style de l'article scientifique, entre l'écrit scientifique, et ce que nous faisons dans les administrations, qui est fait de politesse, de courtoisie, de respect de la hiérarchie, de sens de responsabilité, d'objectivité, de prudence, de précision et des attitudes, de clarté et de concision. Ça, c'est l'administration. Parce que quand on apprend ça dans l'administration, on dit, chez un supérieur, on ne dit pas, je vous informe que, non. On dit, j'ai bien passé pour vous tenir informé. Vous voyez, c'est quelque chose de rien du tout. Donc ça, ce sont les gens qui font l'administration, qui sont très outillés à faire ça. Mais ne pas confondre avec notre style de rédaction. Alors, il faut éviter le style journalistique, qui est plein de sensations, et il faut donc l'économie de certains mots. Vous savez que les journalistes, eux, ils ont leur style. Quand on dit « après quoi, nous passons à ceci ». Vous n'allez pas quand même dire dans un article « après ce que le camarade, après quoi on passe ». Non. Ça, c'est les journalistes. Vous savez qu'ils ont leur langage, mais ce n'est pas un langage à ne pas confondre avec notre style de rédaction. Alors, le style de l'écrit scientifique, toujours là. Le style scientifique doit être le plus universel possible. Il nous faut de la précision, de la concision et une meilleure lisibilité. Éviter le vocabulaire familier, les images, utiliser peu d'adjectifs, un mot pour un sens et un seul, pas d'utilisation de synonymes. Donc, quand vous avez utilisé un mot, il n'a que ce sens-là, parce que dans le style littéraire de nos collègues qui font la littérature, un mot peut signifier beaucoup de choses. Mais chez nous, non, il faut être précis. Alors, l'écrit scientifique présente les spécificités suivantes. Il ne faut pas qu'il y ait des expressions émotionnelles, pas de métaphore. Le ton doit être neutre et objectif. Le vocabulaire doit être fonctionnel et précis. Le texte doit être facile à comprendre, sans ambiguïté, ni zone d'ombre. Et c'est pour cela d'ailleurs, vous allez remarquer, on le dit très souvent, que les meilleurs auteurs sont les scientifiques. Et je vous remercie.